Alors effectivement, bonsoir à toutes et à tous. On est là aujourd'hui avec Edmond dans le cadre du festival Lettres du Monde pour aborder la carrière d'un auteur de bande dessinée un peu particulier. D'abord parce qu'il est présent dans le monde de la bande dessinée depuis très longtemps. Ça commence à faire. Il a une œuvre qui est assez conséquente, que ce soit en nombre de volumes ou tout simplement d'un point de vue artistique. C'est un auteur important parce que c'est un auteur qui a traversé un petit peu tous les genres de la bande dessinée, tous les âges de la bande dessinée. On va y revenir, on va faire un petit peu son parcours. C'est surtout quelqu'un qui a plusieurs, on va dire, vies à l'intérieur de la bande dessinée. J'espère qu'on aura le temps d'en parler, parce qu'une heure, c'est pas beaucoup, mais on va faire en sorte que... on va commencer tout de suite. Je vais parler rapidement de toi pour te présenter, Edmond. Tu arrives dans le monde de la bande dessinée tu as déjà un certain âge. Tu n'es pas un jeune premier de la bande dessinée. Tu as déjà eu une vie avant, une vie de comptable, avant de te lancer dans la bande dessinée. Tu as la chance, moi je trouve que c'est une chance d'arriver dans une période de la bande dessinée où il y a un très gros renouveau de la bande dessinée qui sont les années 70. Tu vas débuter par un éditeur que tout le monde connaît qui s'appelle Glénat. Tu vas travailler un petit peu pour lui, mais c'est surtout une rencontre avec Étienne Robial et Florence Sestac, qui sont les créateurs des éditions Futuropolis, qui va faire que tu vas rentrer directement dans le monde de la BD. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette rencontre, de Futuropolis, et de ce que cet éditeur, qui était un petit peu anticonformiste à l'époque, représente pour toi? Oui, là comme ça on m'entend, c'est pas la peine que je le mette plus près. Là, on t'entend très bien. C'est la bonne distance. Eh bien, oui, j'étais comptable. Je quitte la comptabilité pour aller dans mon rêve d'enfant dessiner. C'était pas la bande dessinée que je voulais faire. J'étais dessiné. J'avais aucune idée. Mais un jour, lors d'une exposition c'était quoi, un bijoutier artisanal du sud, à Saint-Paul-de-Vence, c'est pareil. Saint-Paul-de-Vence. Là passe quelqu'un qui s'appelle Numa Sadoul, qui est devenu important dans la bande dessinée. Il a mon âge, il passe là, c'est un jeune homme. Il regarde ce que j'ai fait, il me dit, ce que tu fais, ça pourrait faire de la bande dessinée. Ah bon, moi je ne connaissais pas ce monde-là. Mais je me dis, peut-être c'est le moyen de gagner un peu d'argent. J'étais très pauvre entre le moment où j'ai quitté la comptabilité et ce moment-là. Il s'était passé 10 ans. J'étais interdit de banque, j'avais plus de voiture. J'étais très pauvre, mais je dessinais. Et personne ne me voulait. Je ne peux pas parler de la bande dessinée puisque je ne m'en préoccupais pas. Mais lui, il me dit, ça serait bien. Et lui travaillait effectivement pour Glénat. Et il me fait là travailler. Moi, je n'aimais pas cette manière de s'exprimer qu'était la bande dessinée, mais je découvre en faisant quelques pages que j'aime écrire, que j'aime me poser la question de l'écriture. Et alors, ça ne m'a plus quitté après. Le mariage, l'espèce de mariage du dessin et de l'écriture. De qu'est-ce qui se passe entre le dessin et l'écriture. Je découvre cela. Bon, ça ne marche pas avec Glénat, mais... Et donc, après, je vais voir Dargaud, je me dis, bien voilà, je suis auteur. On va tenter. Je suis auteur, je vais voir. Mais tout le monde me dit non, 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 non. Est-ce que tu sais pourquoi tout le monde te dit non à l'époque? Ah, alors je vais dire, parce que c'est plus tard, quand Robial et Florence Sestac me publient, eh bien, une fois, les éditions Casterman, c'était à suivre, et Dargaud invite mon éditeur, c'est lui qui me le dit, pour lui dire, il ne faut pas faire travailler ce type-là, parce que ce type-là fait de l'art. Et la bande dessinée, ce n'est pas de l'art. À l'époque, la bande dessinée, ce n'était pas de l'art. Aujourd'hui, on dit 9e art, on dit 1000 choses.
Mais je parle de l'histoire de la bande dessinée. Et donc, pour eux, c'était très gênant. Ce qui est à peine une cinquantaine d'années. C'est quand même pas... Voilà. Il fallait pas faire ça. Et même, je dois dire, puisque je suis ami avec, mais j'étais donc chez Futuropolis, première vague, on va dire, et il y avait Tardy, là. Eh bien, Tardy était venu me dire aussi, non, ce que tu fais, c'est pas bien. Nous, on fait de l'artisanat, on fait des trucs, on fait pas de l'art. Lui aussi était venu me dire ça, mais comme il travaillait pour Casterman, c'était dans l'ambiance de dire cela. Alors qu'aujourd'hui, il vend des peintures très chères. Hein. Bon. Passons. Mais j'aime beaucoup Tardy. Hein. Ça n'enlève rien. Mais à l'époque, on ne faisait pas de l'art. Mais tu dirais que c'est parce que ton dessin n'était peut-être pas... Oui, ça ne correspondait pas. Ça ne correspondait pas aux critères de l'époque. Pas du tout. D'accord. Le dessin et ce que je faisais avec l'écriture, ça ne correspondait pas à ce que... Le fait de la narration bande dessinée. J'étais pas dans le système. Et il est vrai que, comme je ne connaissais pas la bande dessinée, moi, j'ai jamais lu Tintin. J'ai jamais réussi à lire Tintin ou Astérix, j'ai dû en lire 2, quoi, mais ça me tombe des mains. Et comme c'était pas du tout mon univers, je savais pas comment on agence les cases, de la bande dessinée. Au fond, j'ai inventé parce que j'étais nul. Ça, c'est important parce qu'effectivement, tu as inventé ton propre langage. Voilà. Ça, c'est très important. Oui, c'est de cette manière-là que j'ai apporté quelque chose par mes connaissances. Hein. C'est souvent peut-être comme ça que ça se passe, mais en tout cas, en ce qui concerne les éditions Futuropolis et moi-même, on a fait des choses comme ça qui n'existaient pas. À l'époque, en France. À l'époque, effectivement. Parce qu'aux États-Unis, il y avait Crumb, il y avait des choses qui se faisaient un peu comme ça. Un petit peu dans l'esprit de ce que tu faisais, oui. Effectivement. Futuropolis, c'est donc le premier éditeur qui va vraiment t'éditer, qui va éditer des livres de toi, des albums. Tu travailles à ce moment-là en noir et blanc. Alors effectivement, on sait qu'à cette époque-là, en tout cas peut-être chez des éditeurs comme Futuropolis, il y a une contrainte économique et que le noir et blanc, il est un peu obligatoire. Pour toi, c'était pas une contrainte, le noir et blanc? Non. Ouais, voilà. Moi, le noir et blanc, eh bien, le noir et blanc, c'était évident. Hein, parce que quand j'étais enfant, avec mon frère, quand on dessinait à la maison, mais c'est pas misérabiliste ce que je dis. Non, pas du tout, non. C'est simplement qu'il n'y avait pas de crayon de couleur. Hein. Et à la maison, il n'y avait pas de crayon de couleur, il n'y avait que des crayons noirs et du papier. Et donc, on faisait noir et blanc. On ne se posait pas la question de la couleur. Tu racontes d'ailleurs dans un des livres que tu as sorti il y a longtemps qui s'appelle Pierrot, qui est un livre où tu parles du rapport de ton frère et de toi, enfin de vous deux, le rapport au dessin, le rapport à la vie en règle générale, parce que c'est une période de votre enfance. Et tu parles effectivement de ce que tu recopies par exemple dans les magazines et de tout d'un coup une espèce de révélation où tu comprends que ce que tu fais toi en dessin, c'est pas du tout de la photographie, c'est encore autre chose. Ouais. Et ce qui va te donner, toi, ton propre langage. Oui, quand on regarde les photos, c'est des petits points qui font que ça devient gris, que ça devient noir, ou que ça reste blanc. C'est qu'il n'y a plus de petits points. Et ça, c'était, pour moi, c'est cela l'apprentissage du dessin. C'est qu'est-ce qui se passe là? Parce que il n'y a pas de traits. Il y a juste des masses de gris, de noir et de blanc. Il y a des formes comme cela. Et les personnages, les paysages apparaissent dans les différences de teintes grises, noires et blanches. Donc, j'apprends à dessiner comme ça. Et quand je commence à dessiner, la bande dessinée, je fais comme ça. Je t'ai souvent entendu dire que tu faisais des tâches. Je faisais des tâches. C'est étrange quand même comme définition de ton dessin. Florence Sestac disait la bande dessinée crade. Je faisais du crade.
contrairement au propre de la ligne claire. Bah, oui, effectivement. Et c'est vrai que quand on voit en tout cas les dessins que tu pouvais faire à l'époque, mais même peut-être encore maintenant, où tu travailles aussi effectivement beaucoup avec des... Tu mets une multitude de choses, mais c'est vrai qu'en tout cas dans ces premiers albums en noir et blanc, il y a quelque chose qui tranche avec la production actuelle. Tu fais donc 2-3 albums avec eux, tu obtiens même un prix quand même à Angoulême, relativement rapidement quand même. 92. Ouais. C'est une belle reconnaissance pour quelqu'un qui est crade dans son album. Mais en vérité, j'aurais dû avoir un prix avant. Je me rappelle. Et pourquoi ? Je me rappelle. Comment c'est Yves Simon, un chanteur. Il avait été dans un prix parce qu'à l'époque, Angoulême, ils invitaient des personnalités pour faire les prix. Et j'avais fait le portrait, donc il y a longtemps, le 30-40, qui avait été, en avance à Angoulême. Enfin, je veux dire, il était dans ceux qui pouvaient avoir un prix. Sélectionné. Et je vais au prix, la remise de prix, puis le portrait, donc ça s'appelait le portrait, enfin ça s'appelait Baudouin, parce que là il n'y avait que le nom. Il n'y avait que le nom de l'auteur. Il n'a pas le prix. J'ai pas de prix. Et puis quelqu'un veut me voir et on est devenus copains après. C'est de ce Yves Simon. Il me dit j'ai rien compris là, parce que j'étais dans le jury et je dis c'est celui-là le meilleur, ton livre. Et tout le monde me dit ouais c'est le meilleur. Et alors je dis donc il a le prix et ils me disent non il peut pas avoir le prix. Là, tu vois il y avait des là on rentre dans des donc j'aurais dû avoir le prix bien avant encore le... Bon, tu l'as quand même effectivement au bout d'un moment. On s'en fout. Ce prix, il va changer le regard que les autres éditeurs vont avoir sur ton travail ou pas du tout ? Rien du tout. Non. Tu restes Edmond Baudouin comme ça. Il y avait le même ostracisme. Non, il n'y avait pas non, ça n'a rien changé. Alors, on peut dire que cette période Futuropolis, où tu travailles donc en noir et blanc, c'est aussi une période où tu travailles la fiction. Oui. Principalement. Il va y avoir un moment dans ta vie, plusieurs années après... Travailler la fiction, surtout quand les Japonais m'ont demandé de travailler. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. J'ai fait surtout le voyage ou ça la niçoise, où là j'invente vraiment des histoires. Alors ça, il faut absolument que tu nous en parles, parce qu'effectivement, il y a peu de gens qui doivent le savoir. Tu fais partie des rares auteurs de bande dessinée qui ont été appelés par un éditeur japonais, à une époque où le manga n'est même pas disponible en France, pour aller travailler au Japon, faire un livre au Japon. Enfin, c'est un truc incroyable quand même. Ouais. Non. Ouais. J'étais pas le seul. Non, j'ai dit un des auteurs. Lewis Trondheim aussi... et quelqu'un que j'aimais beaucoup, Michel Crespin aussi. Donc on était plusieurs auteurs de bande dessinée à être appelés à faire ce qu'on appelle maintenant le manga. Mais ils ne voulaient pas qu'on fasse des mangas. Ils voulaient qu'on fasse nos personnages à nous. Quand ils nous ont fait travailler, ils nous ont bien dit, vous ne faites surtout pas de personnages. Mais on travaillait pour le journal japonais, pour Morning, un journal qui sortait à 2 millions d'exemplaires au Japon à ce moment-là. Donc on travaillait tout à l'envers, quoi. On faisait, mais avec notre façon de faire. Et ils nous avaient demandé cela parce qu'ils voulaient mettre nos dessins dans les journaux à eux de Japon, pour que les auteurs japonais voient comment les auteurs européens, qui à leur sens c'était les meilleurs du monde, moi, et Baru aussi, Michel Crespin aussi, enfin les quelques-uns qui faisaient travailler, et parce qu'en Europe il y avait les meilleurs auteurs du monde, et comme ça les Japonais pouvaient nous copier. C'est le contraire d'aujourd'hui, parce que c'est pourquoi ils voulaient que les Japonais copient les auteurs. Là, c'est un truc politique. Là, on rentre dans la politique. Parce que les Japonais, ils m'avaient expliqué, ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas lutter contre les Américains sur le cinéma, que les Américains avaient tellement au point pour les séries, pour les trucs,
qui ne pouvait pas lutter, mais qui pouvait gagner avec le dessin animé. Donc, ils voulaient gagner avec le dessin animé. Et pour gagner avec le dessin animé, il leur fallait le plus possible de possibilités. Et donc, ils nous ont fait travailler pour eux pour gagner. Voilà, ils sont en guerre, les Japonais, hein, comme les Chinois, comme les Américains. Il n'y a que l'Europe qui n'est pas en guerre. Ah oui, maintenant elle est en guerre contre... Ça lui est arrivé. Contre la Russie. Ça lui est arrivé. Non, mais ça, cet épisode, il est intéressant parce qu'effectivement, Kodansha, éditeur japonais, a choisi des gens atypiques dans la bande dessinée française. Baru, Crespin, etc. Baru, Crespin, ils auraient pu prendre des... Vraiment, Voilà, c'est des gens atypiques dans leur dessin, les personnes les plus bizarres de la bande dessinée. Pas loin, oui, en tout cas, mais même Louis Trondheim pour l'époque ou autre. Et cette expérience, en fait... Baru, il est arrivé, je peux raconter la même chose qu'à moi, mais autrement. Là, j'étais chez Futuropolis, donc Futuropolis première vague, hein, donc pas le Futuropolis d'aujourd'hui. Même si c'est bien aujourd'hui, mais c'est autrement. Hein. Il était très fâché avec Robial, avec Futuropolis d'aujourd'hui. Il m'avait demandé, surtout tu ne travailles pas pour eux, hein, tu me promets. Hein. Bon, maintenant, il n'en a plus rien à faire. Alors j'ai fait un livre, mais pendant longtemps, je ne voulais pas le fâcher. Futuropolis me faisait des avances, mais je disais non. Et donc, je suis avec Robial. Arrive un jeune homme avec Keket Blues. Ce qui est devenu Keket Blues avec ça. Et il montre... on pouvait voir les éditeurs à l'époque. Hein, c'était plus simple. Voilà. Donc il arrive, là, il est là, et puis il montre ses pages à Étienne. Moi, je suis là, je regarde aussi. Waouh, que c'est bien ça. Et Étienne, pareil, que c'est bien. Bon, seulement moi, je ne fais pas de la couleur. C'était en couleur. Et donc, c'est pas moi qu'il faut voir. Moi, je trouve ça très bien, mais il faut que tu montes ça bien à Casterman. Et Baru, très naïf, il était professeur de gym. Il est resté longtemps professeur parce qu'il avait peur de ne pas plus gagner d'argent avec la bande dessinée. Et il dit naïvement, mais je suis allé chez Casterman. Ah bon? Et ils m'ont dit non. Ah, merde. Et tu es allé chez Dargaud aussi. En même temps, tu vois, il aurait pu être vexé. Hein. Il était allé voir tous les autres. Et tous les autres lui avaient dit non. Dargaud aussi. Et merde. Et je vois Robial prendre le téléphone. Il appelle Tardy. Tardy, viens un peu là. Et Tardy, un quart d'heure après, il est là parce que Tardy, il s'aimait beaucoup, hein, les deux. Et Tardy, il est là et il dit à Tardy, regarde ça. Et Tardy dit, ouais, c'est beau, ouais, c'est bien ça. Et il dit, mais toi, tu es à suivre là. Tu peux pas leur dire là de publier ça parce qu'ils ont dit non. Ils sont stupides, mais ils ont dit non. Allez. Et Tardy dit, il voit Baru, il lui dit, viens avec moi. Et Robial et Tardy partent avec Baru chez Casterman. Eh bien, Casterman dit non quand même. Il a dit non à Tardy. Il a dit non à Tardy. Voilà, non, c'est pas bon, ça ne me plaît pas. Baru, donc. Le Baru, oui. Et après, c'est dans l'histoire, c'est comme Robial était quand même ami avec Vidal, un type qui s'appelait Vidal, qui était chez Dargaud. Il n'était pas responsable très haut chez Dargaud. Il faisait des collections souples. Et il téléphone à Vidal, et Vidal vient, j'étais toujours là, et Vidal dit, ouais, ça je veux bien. Mais Vidal n'avait pas un grand pouvoir chez Dargaud. Et il a publié, et le livre a eu le prix du premier... à Angoulême. Voilà. Quand on dit les éditeurs, c'est bon, ils te tirent une balle dans la tête. Hein. Bon, en parlant des éditeurs, on va parler d'un... Ils se vantent, moi j'ai trouvé ça. Ah bah, ils peuvent se vanter. Ils font quelques bons coups quand même de temps en temps. En parlant d'éditeurs, on va changer d'éditeur, on va abandonner le noir et blanc et une grande partie de la fiction pour les éditions Dupuis et ton passage à la couleur. Ouais. Et ça, c'est très très important. Alors, ça correspond Dupuis. Non, on n'en a pas. Hein. Je fais défiler des images de Cyril depuis tout à l'heure, mais on n'a pas. Dupuis,
Dupuis, c'est un éditeur effectivement très important, très gros éditeur, un éditeur classique, Spirou et Fantasio, Gaston, Les Tuniques Bleues, etc. Mais qui avait une collection, qui était une collection air libre, qui était une très très belle collection, une espèce d'écrin magnifique aux éditions Dupuis. Toi, à cette époque-là, tu habites au Québec et c'est une période où tu vas passer à la couleur. Pourquoi la couleur à ce moment-là ? Eh bien là, c'est Claude Gendreau qui était responsable des éditions Dupuis Air Libre. Et Claude Gendreau, je le connaissais depuis longtemps, parce qu'on avait été un peu communistes ensemble aussi. Bon. Ça, c'est la vie aussi. Je mélange la politique et la vie. Et Claude Gendreau, eh bien, il aimait ce que je faisais, lui. Il aimait déjà quand il était à Métal Hurlant, parce que Claude Gendreau a commencé à Métal Hurlant. Mais là aussi, il ne pouvait pas me publier. Mais bon, pas parce que Métal Hurlant n'aimait pas, mais parce que j'étais pas métallique. Mais donc là, il est chez Dupuis, il a la possibilité de me publier, et là, je dis, je peux faire de la couleur. Oui, tu peux faire de la couleur. Et là, je me régale, moi, dans la couleur. Mais comment tu as géré la couleur ? Tu avais travaillé en noir et blanc quasiment tout le temps. Comment tu gères la couleur à ce moment-là ? Tout simplement parce que j'aime les couleurs. Oui, tout simplement. J'aime... comment dire ? Qu'est-ce que c'est le dessin ? Qu'est-ce que c'est une peinture ? Puisque avant ça, je peignais beaucoup. Qu'est-ce que c'est que dire des choses avec un trait, avec des taches, avec de la couleur, quand ces taches sont en couleur? Qu'est-ce qu'on marie du bleu et du noir? Qu'est-ce que ça fait avec le blanc? Comment ça marche? Qu'est-ce que ça fait dans la tête quand on voit ça? De quelle manière dire la vie avec tout ce que tu as dans la main, quoi, avec la couleur, avec... oui, moi, les bandes dessinées, des fois, c'est épais comme ça, il y a des collages, c'est plus des pages, c'est des cartons, quoi. Donc, c'est une bataille, c'est dire... C'est faire de la musique, voilà. Je pense pas qu'il y ait des dessins concrets et abstraits. C'est des mots qu'on met, ça. Je pense que tout dessin est une abstraction. Même quand on dit que c'est très concret, même quand on fait Tintin. C'est une abstraction. C'est à pas. D'ailleurs, le visage de Tintin, enfin, c'est devenu un symbole, comme Nike. C'est une abstraction. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui a la tête de Tintin. Donc, il a inventé une abstraction qu'il a appelée Tintin. Il a mis un pantalon comme ça. Mais ce n'est pas un pantalon, c'est un symbole, c'est un signe. On se sert de signes tous. Il n'y a pas de dessin concret, il n'y a que abstraction. Donc, je le sais, et une abstraction, c'est quoi? C'est une musique. C'est comme improviser à la guitare. Et tu improvises à la guitare, et ben tu fais un dessin. Ça paraît fou comme ça, à dire comme ça, mais il n'y a pas... On ne fait pas autrement. Je veux dire, c'est quelque chose... Bien sûr, il faut apprendre à dessiner. Longtemps. C'est comme ABCD. Tu apprends à faire un cheval longtemps en recopiant un cheval. Tu apprends, tu vas dans les dictionnaires, tu regardes le squelette du cheval. Il y a besoin de l'anatomie. Ah oui, ça, j'ai fait tout ça, gamin, mais j'avais 8 ans quand je faisais ça. J'allais voir l'anatomie du cheval, le squelette, comment ça marche la tête, comment ça marche la colonne vertébrale. Tout ça, il faut apprendre. Comme on apprend un BCD, puis après faire la rédaction, papa et maman, ils sont contents de m'amener en vacances. Et puis après, tu veux dire un peu plus. Tu peux plus dire papa et maman, ils sont contents de m'amener en vacances. Et moi, je suis content d'être avec eux. Si tu veux aller plus loin, tu rentres dans quelque chose tu rentres à l'intérieur de toi-même, dans ce que tu as au plus profond de toi, d'être avec papa et maman en vacances. Et là, les mots ne suffisent plus de « je suis en vacances ». Parce qu'il y a quelque chose
avec l'intériorité la plus profonde de toi. Et c'est pas la même que pour toi et que pour tout ce qu'on est là. Chacun, il a son intériorité avec ça et sa présence avec papa et maman en vacances. Et donc, si chacun parle de papa et maman en vacances, il va pas y avoir le même texte. Et c'est abstraction. C'est abstraction parce que c'est quelque chose de l'intériorité. Tu m'as raconté que dans un premier temps, tu pensais qu'il y avait un certain académisme à respecter, en tout cas pour faire de la bande dessinée, et tu as rencontré Miles Davis. C'est ce que tu m'as dit. Oui, tu as entendu Miles Davis. Oui, c'est la musique. Et donc tu as rencontré la déconstruction. La musique et la danse. Le plus qui m'a apporté dans ce que je fais avec la bande dessinée, c'est la musique et la danse contemporaine. La musique, oui, je t'avais dit comme ça, que c'était parce que Robial, une fois, je lui amène un scénario où je racontais une histoire, et il m'avait dit, mais tu m'emmerdes avec ça. Avec les histoires, moi, j'en veux pas. Tu m'emmerdes, il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus d'histoire. Tu ne sais pas qu'il n'y a plus d'histoire. Et moi, j'avais été sidéré parce que je faisais la bande dessinée, quand même si je la faisais un peu à côté, quand même, j'essayais, moi, de m'appliquer. De raconter une histoire. De raconter une histoire. Et lui, il me dit, non, tu m'emmerdes. Et je suis reparti à Nice, parce que j'habitais Nice à l'époque, en me disant que, puisque lui ne me voulait plus, et que les autres ne me voulaient pas, donc c'était fini pour moi la bande dessinée, j'allais retourner comptable, quoi. Enfin, non, pas vrai, je ne retournerai pas comptable, mais je quittais la bande dessinée, je ferais du dessin. De toute manière, je n'étais pas plus riche en travaillant pour Robial. Hein. Je crois que je vendais à l'époque 500, 600 livres chaque fois. Hein. Et lui, voilà, c'était un vrai éditeur, quoi. Il croyait en moi, mais je ne vendais rien du tout. Et donc il me dit, je ne veux pas d'histoire, moi je ne comprends rien. Je retourne à Nice en me disant, c'est fini. Et puis c'est vrai qu'il y a le festival de jazz, et que je vais au festival de jazz et je vois Miles Davis. Et waouh, parce que j'ai vu 2 fois Miles Davis dans ma vie. Une fois, il était fâché avec je ne sais pas quoi, sa copine ou le public. C'était nul. Enfin, je veux dire, il tournait le dos au public, il n'avait rien à faire, quoi. Il était libre, ce mec-là. Hein. Et cette fois-là, il était content. Il ne tournait pas le dos au public. Sa copine lui avait dit qu'il était beau, ce qui était vrai. Ça tient un peu de choses. Et il était face à nous et... Waouh, il a fait des choses avec son guitariste que c'était complètement en dichotomie. Le guitariste, c'était... Et lui, c'était... Maman, ce truc qu'il nous a fait là. Et là, j'ai compris ce que je devais faire avec la bande dessinée, entre le dessin et l'histoire, qui n'avait pas d'histoire, parce que sa musique n'avait plus de rapport avec rien. Oui, mais en même temps, c'est étonnant de voir. Donc, tu es petit, tu recopies des encyclopédies donc de manière plus ou moins parfaite. Tu commences la bande dessinée. On te dit qu'en fait, ça va pas, il faut déconstruire. Donc, tu déconstruis ta bande dessinée. Et en même temps, aujourd'hui, tes planches sont parfaitement bien construites. C'est-à-dire que tu es passé par tous les stades pour revenir à quelque chose où tu racontes des histoires en construisant tes planches. Attends. Peut-être que c'est ça. Peut-être. Mais je veux dire, c'est pas moi qui ai fait que la bande dessinée aujourd'hui soit celle d'aujourd'hui. Je te parle de la tienne. Elle a évolué à toute vitesse. Bien évidemment. Donc aujourd'hui, Aujourd'hui, Avant, j'étais un type bizarre. Aujourd'hui, je suis devenu un classique. Par rapport à certains jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons, qui font des trucs plus loin que moi. Hein. Donc, il y a de ça aussi. Mais c'est vrai que je ne sais pas ce que je fais aujourd'hui. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tes planches sont très construites, en fait. Oui, il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est vraiment encore une évolution sur le travail. Bien sûr. Hein. J'ai appris une. Mais alors, par exemple, une fois, les Japonais, par exemple, nous, la grammaire, eux, ils ne sont pas dans notre grammaire. Hein.
puisque ça va de l'autre côté. Et je me rappelle comment il s'était moqué de moi, un des responsables de Kodansha. J'étais là-bas et puis il s'amuse à me dire vous trouvez que nous ne faisons pas des bonnes couvertures? Alors, je ne dis pas que je trouve que c'est pas bon, mais là, j'explique comment nous, on trouve. Voilà, il faut que le titre soit là, le truc, l'avenir, elle est là, le passé, il est là, le nom, il est là, le machin, et puis en bas, l'éditeur. Et je le vois se marrer, et il me dit, oui, mais non. Nous, on ne fait pas comme ça, parce que nous, on lit comme ça, on lit aussi comme ça, on lit comme ça et on lit comme ça. Donc, nous, la page, elle est totale. Il n'y a pas devant, il n'y a pas le passé, il n'y a pas l'avenir. Il m'a donné une leçon. Mais donc, laissons tomber les Japonais. Revenons effectivement. Revenons à Dupuis et à la couleur, parce qu'on était parti de là quand même. J'ai appris quand même 2-3 trucs de la bande dessinée classique. Mais moi, je voudrais revenir à cette couleur, parce que tout d'un coup, tu es donc chez Dupuis, très très grand éditeur, très, très populaire ou autre. Tu te mets à faire de la couleur, et on sait qu'effectivement, la couleur, ça touche un certain public. Est-ce que là, tout d'un coup, tu deviens un dessinateur de bande dessinée? Ou pas du tout? Est-ce que tu restes Edmond Baudouin? Je crois, je reste moi-même. Et puis d'ailleurs, après Dupuis racheté par et c'est l'Opus Dei. Et moi, j'écris une lettre à Dargaud pour dire que je ne veux pas travailler pour l'Opus Dei. Donc, je ne travaille plus pour Dupuis. D'accord, 3 livres simplement. Donc, voilà, j'ai été le seul. Il y en a d'autres qui ont quitté. Berberian a quitté, Bilal a quitté parce qu'il ne voulait pas travailler pour l'Opus Dei. Mais moi, j'ai écrit en plus une lettre à Saint-Vincent. Je ne veux pas travailler pour l'Opus Dei, non. D'accord. Pour toi, ce passage à la couleur, il va donc t'ouvrir une nouvelle manière de raconter, ou ça ne change rien à ce que tu faisais avant? Parce qu'avec ce passage à la couleur, on commence à voir pointer un changement dans ta production. La fiction est toujours là, mais tu commences à faire de l'auto-fiction, de l'autobiographie, et même du documentaire à partir de là. Oui. Comment dire? Le noir et blanc, le noir avale toutes les couleurs. Le blanc les renvoie toutes. Donc, quand on fait du noir et blanc, on fait tout en couleur. Oui. Voilà. Maintenant, si on met de la couleur, ça veut dire que le renvoi de la lumière n'est pas le même dans l'œil. Donc, on peut jouer sur des surfaces différentes. À l'intérieur de la musique, puisque je dis que je fais de la musique, eh bien, la musique peut être différente. Tout en sachant aussi que le noir et blanc, c'est universel, la couleur, c'est pas universel. Le rouge ne veut pas dire la même chose en Inde. Le bleu, c'est récent que ça veut dire, au Moyen-Âge, ça voulait dire autre chose. Donc, autant le noir et blanc, c'est là, tu peux aller dans l'universalité, autant la couleur, c'est c'est quelque chose qui est aujourd'hui, la couleur, on la voit comme ça. Le bleu, c'est bien. Oui, et en même temps, elle a des symboles classiques. Le bleu, c'est le ciel, le vert, c'est la nature. Il n'est pas question de jouer avec le bleu, c'est le ciel. Je suis d'accord. Sans ça, sans cela, on fait du coloriage. Non, mais si on fait de la couleur, c'est autre chose qui se passe. Eh bien, mais c'est un régal. Voilà. C'est jouer sur d'autres sensibilités. Puisque je dis, c'est des rapports à des renvois à l'œil différents, comme l'espace ici. Qu'est-ce que c'est les couleurs qu'on met dans un... Mon frère était décorateur. Donc lui, la couleur dans les bars, dans les cafés, dans les restaurants à Nice, puisque c'était à Nice qu'il faisait. Les truands ne comprenaient rien à ce qu'il faisait, mais il le faisait travailler. Voilà. Et donc la couleur, c'est quoi? On est bien dans un espace. Hier, on disait cosy, on se trouve bien. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on est bien?
Pourquoi dans cette couleur on est bien? Pourquoi dans l'autre on n'est pas bien? Et là, on peut jouer là-dessus. Ça t'a permis de dire des choses différentes, la couleur? Ça m'a permis de dire des choses différentes, bien sûr. Je peux jouer. C'est comme si, oui, avec mon instrument musical, je peux aller dans des zones que je ne pouvais pas dire. Mais on le voit, il suffit de regarder les couvertures d'albums de bande dessinée. Pourquoi on s'arrête sur celle-là? Pourquoi on s'arrête? Pourquoi on continue sur celle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Si on fait de la violence, on ne va pas employer des roses et des bleus clairs. Voilà. Alors, cette période, elle correspond pour toi donc à un changement important. Non pas que tu laisses donc tomber la fiction, mais que tu te tournes vers une autre manière de raconter des histoires qui sont plus documentaires et où tu te mets souvent en scène, même si tu t'es déjà mis en scène avant. Mais ce rapport tout d'un coup au réel, il prend une importance dans ta vie. Le déclic, il s'est fait comment? C'est quelque chose. J'ai fait beaucoup d'autobiographies. Deux, à force de me raconter, je crois que j'ai raconté tout. De moi, je me raconte encore dans les livres tout le temps, mais ça va, quoi. Et puis, il y a quelque chose avec la vie, avec le monde, avec l'humanité. J'aime les êtres humains. Je voyage beaucoup, mais les paysages ne m'intéressent pas plus que ça. C'est les êtres humains qui m'intéressent. Et la première fois, c'est parce que j'étais au Mexique. Là, j'étais au Mexique. C'est rare, mais j'étais au Mexique pour une histoire personnelle. Et là, j'apprends que sur la frontière Mexique-États-Unis, il y a ce qu'on appelle un féminicide. Il y a même un livre de Bolaño, Roberto Bolaño, qui est écrit 2666, un gros livre comme cela, qui parle de cela. Et je suis au Mexique et je lis ce livre. Et je me dis, waouh, des femmes vont là sur la frontière, elles osent y aller et elles meurent. Et elles osent quand même y aller. Je veux rencontrer ces femmes. Voilà, ma première pensée, c'est ça. Je veux rencontrer ces femmes de toute l'Amérique latine qui viennent là, sur la frontière, pour travailler en risquant leur vie. Pour travailler dans ce qu'on appelle les maquiladoras, qui sont des usines qui appartiennent au monde entier, au capitalisme du monde entier, qui ont acheté des bouts de terre mexicaines pour faire... Ça n'est plus au Mexique, c'est à eux. Voilà. Et là, il y a des femmes qui travaillent, mais comme une femme dans une ville mexicaine qui est seule, c'est une femme de mauvaise vie. Donc on peut la violer et après il faut la tuer quand même parce qu'elle parle. Donc là, je me dis, qu'est-ce que c'est ce courage? Ces femmes, elles n'ont pas lu Simone de Beauvoir, elles savent même pas lire, mais elles osent, mais elles font quelque chose d'extraordinaire, d'une lutte féminine extraordinaire. Oui, elles n'ont pas le choix, elles y vont pour des raisons économiques. Non, c'est parce que... Non, le choix, d'une certaine manière, elles l'ont. Je l'ai su après, en étant là-bas. C'est-à-dire qu'elles en ont marre d'être dans un monde de machistes, et elles vont dans l'endroit le plus machiste du monde, Ciudad Juárez, parce que là, c'est des hommes... voilà, c'est la truanderie, c'est les narcotrafiquants. Et elles vont là parce qu'elles ne veulent pas que leurs filles soient violées à 13 ans. Et donc, elles amènent leurs enfants là, elles vivent là et elles meurent quelquefois. D'accord, donc en fait, c'est cet élément, c'est-à-dire cette espèce de fait divers absolument horrible. L'État français m'accorde de l'argent, mais entre ce moment-là et le moment où j'arrive à y aller, le président Calderón de l'époque déclare, je vous raconte, déclare la guerre aux narcotrafiquants. Donc c'est la guerre. Et là, la guerre, les femmes, elles meurent toujours, mais seulement c'est voilà, on compte plus. On compte plus. Et
Et puis la guerre, ça veut dire qu'il y a le couvre-feu, il y a tout cela. Et je demande à Troups. Oui, parce que c'est important. Je vois Troups, peut-être au Festival d'Angoulême, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. J'ai dit, on se connaît bien, on s'aime bien. Et je lui dis, il est plus fada que moi, lui. Je lui ai dit, tu ne veux pas venir avec moi? J'ai assez d'argent parce que j'ai reçu de l'argent. Du CNL. Et tu veux pas venir avec moi? Ouais, je viens avec toi. Et tous les deux, on s'en va là-bas, parce que le couvre-feu à 8h du soir, comme ça, moi j'avais loué un appartement, il pouvait dormir. C'était rigolo, parce qu'on croyait là-bas qu'on était homosexuels, vu que deux mecs dans la même maison. Mais après, ils nous aimaient bien quand même, quoi, parce que deux fous, deux Français, alors ils pensaient qu'on était vraiment homosexuels. Mais ils ne nous embêtaient pas. Bon, il faut quand même peut-être parler de ce projet, qui est un projet très particulier. Donc, non seulement tu décides d'aller documenter effectivement ces crimes horribles, tu y vas avec un autre dessinateur, Troups, vous allez donc devoir travailler à quatre mains, ce qui est peut-être pas évident quand c'est la première fois. C'est la première fois pour toi, mais il faut aussi préciser que vous partez donc à Ciudad Juárez, qui est une des villes les plus violentes de toute la planète. Il y avait 25 morts tous les jours. Voilà. Donc vous partez quand même, mais avec un projet. Et ça, ce projet, il est quand même assez incroyable, puisque tu as eu l'idée, tu pars pas juste pour dessiner ou juste pour rencontrer, tu pars pour collecter une parole. Ce que je fais, c'est la première fois qu'on fait ça, que je fais ça, je m'arrête devant des gens, je leur dis, vous voulez que je fasse votre portrait? Les gens, tout le monde veut qu'on fasse son portrait. Pas photographié, hein, parce que là, tu meurs. À Ciudad Juárez, tu fais une photo, mais un dessin. Hein. Et donc, oui, je fais... Mais en échange, vous me répondez à une question. Voilà. Et comme je rencontrais des femmes. Bien sûr que je posais les femmes, mais aux femmes aussi, je leur demandais... Qu'est-ce que c'est votre rêve avec la vie? Pour aller à l'encontre de ce que justement les journalistes font quand ils vont quelque part, de s'occuper que des morts, quoi. Hein, là, on s'occupait de la vie dans un endroit où on meurt. Hein, pour opposer, c'est jouer à qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on va quelque part, on met la vie. On met la vie là où il y a la mort. Et voilà, et la nuit... non, on ne peut pas dire juste voilà, parce que tu te rends compte, Edmond, tu vas donc dans un pays étranger, tu donnes un dessin, on te donne une parole, et toi, ton boulot, ça va être de collecter cette parole et de ramener ça en France, d'en faire un livre et de passer cette parole. Ouais. Enfin, c'est un projet absolument incroyable quand même. Voilà, ça n'existe pas, mais je n'ai pas déposé le truc. Tout le monde peut faire ça. Hein, parce que c'est extraordinaire de faire un portrait de quelqu'un. Hein. Ça amène des trucs. Là, dans cette ville, c'était extraordinaire. Mais il a fallu partir. On est resté 2 mois. Mais au bout de 2 mois, on avait de moins en moins d'argent. Mais c'est surtout que après, on risquait pas d'être tué. On pouvait être tué, une balle perdue. Mais ils sont fantastiques parce que on voyait comment ils s'attrapaient. C'est incroyable. Il paraît que les narcotrafiquants sont entraînés par des Français. C'est bien. Des Israéliens et des Français. Il paraît que c'est les meilleurs. On est les meilleurs pour tuer. C'est pas mal. Donc, les entraînements, c'est des... Mais c'est vrai que... contrairement au film où on voit les Mexicains tirer boum, 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 50 fois, ils attrapent rien. Là, je vais te dire, un type derrière un poteau, la balle, elle rentre là. Hein. C'est terrible. Le seul endroit où on était vraiment à l'abri de tout, c'est rigolo, mais c'est ça le capitalisme, c'est les supermarchés. Tu rentres dans un supermarché, personne ne te tue. Parce que, voilà, mais dans le parking, oui, pas dans le supermarché.
Bon, tu restes 2 mois. Tu restes 2 mois, tu reviens en France avec ce livre qui va être publié. Un livre, parce qu'il faut le finir là-bas. Bien sûr. Donc le livre, on le fait en 2 mois. Donc ça c'est important aussi de comprendre la manière dont tu as travaillé, puisque c'est quelque chose que tu vas reprendre dans d'autres livres et dans Syrie dont on va parler après. Voilà. Où tu collectes, mais en même temps tu travailles aussi directement, c'est-à-dire que tu redessines chez toi dans ta chambre d'hôtel. Le portrait que j'ai en fait, tu refais le bouquin une deuxième fois. Le portrait 2 fois. C'est une fois que je donne et une fois que je mets dans de mémoire. Voilà. Ça, c'est absolument incroyable quand même. Le fait de redessiner de mémoire les gens que tu as vus dans la journée. Dans la journée, parce qu'il faut le faire vite. Bien sûr, sans ça, bien sûr. Tu n'es plus dans l'atmosphère que tu étais face à la personne. Hein, tu ne vois plus. Si tu attends une semaine, ça devient un portrait comme un portrait d'une photo, quoi. Donc il faut le faire vite. Ça veut dire qu'on ne dormait pas, quoi. Oui, j'imagine, oui. Ça veut dire, ouais, mais c'est intense. Donc ce bouquin, vous le sortez aux éditions de l'association, et l'envie d'abord de continuer à travailler ensemble se fait entre vous deux. Ça aussi, c'est quand même plutôt pas mal. Et vous décidez de repartir dans d'autres pays. Bien, c'est-à-dire que ce livre-là, c'était tellement dingo pour les Mexicains que 2 Français soient allés dans cette ville, parce qu'il n'y a personne qui va dans cette ville, et qu'ils l'ont traduit tout de suite. Il est sorti au Mexique avant de sortir en France. Et des sociologues colombiens passent là en vacances, ils voient ce livre, et eux essayaient de rentrer en contact avec les paysans colombiens qui s'échappaient de la guerre. Enfin, plutôt qu'ils étaient déplacés par la guerre des FARC et des paramilitaires. Et ils me contactent et ils me disent vous ne voulez pas venir parce qu'on n'arrive pas, mais des dessinateurs, ils vont pouvoir rentrer en contact avec les paysans. Oui, bon, on est parti là-bas, en Colombie, avec les sociologues qui, eux, étaient avec nous tout le temps et qui... c'était nous qui... là, les paysans, ils avaient aussi envie du portrait, ils répondaient aux questions. Il fallait quand même faire attention. Il fallait les voir vraiment seuls. On a essayé 1 ou 2 fois dans la ville. Là, ça ne marchait pas parce qu'ils avaient trop peur des autres qui pouvaient écouter. Ils répondaient quand même à aucune question parce qu'il pouvait y avoir des policiers, des paramilitaires. Donc, il fallait voir les personnes vraiment isolées. Les prendre isolés, dans les villages, dans les trucs. Tu as conscience quand même que tu vas dans des pays, donc le Mexique, la Colombie, la Syrie, on va en parler, qui sont des pays dangereux quand même. Eh bien, oui. Oh, une fois, là, je raconte. Allez, vous aimez les histoires, alors je vous raconte. En Colombie, on est dans un village. Là, c'est vraiment du western. Là, c'est du western. On est dans un village, on fait les portraits. Parce que ils sont nuls, les sociologues, là. Ils veulent qu'on rencontre les gens. Mais je dis, mais comment on les rencontre ? Dans la campagne, dans les villages. Donc on était dans le Caqueta, là où il y avait les FARC, la FARC. Et je dis, mais pour les rencontrer, il faut s'occuper avec les écoles. On va donner un cours de dessin dans l'école. Et après, on voit les parents. Ça n'existait pas que 2 étrangers arrivent de France pour donner des cours. Et en plus, c'était comique parce qu'on parlait l'espagnol vraiment. Alors, en vérité, c'était que comique parce que les enfants riaient du début à la fin. Ils n'avaient jamais entendu des adultes parler aussi mal espagnol. Donc, c'était comique. Et après, hop, on pouvait dessiner les parents comme on voulait. Et un soir, il y a quelqu'un qui vient nous voir en moto. On allait partir, nous, et il nous dit la FARC voudrait vous rencontrer. Vous voulez bien rencontrer la FARC ? Eh ben oui, c'était là qu'elle avait été enlevée, la Bétancourt, là. C'est la même zone, la même FARC. Eh ben oui, on veut bien rencontrer. Alors comment ça se passe ? Eh bien, demain matin, à 10h, vous êtes là. Bon, on dort. Les habitants, là, ils ont tout de suite vu. Ils étaient pour la FARC, hein, tous les villages, ils étaient pour la FARC, mais ils ont peur. Et quand même, quelqu'un accepte qu'on dorme dans son jardin.
Alors, avec Troups, on se met une couverture, il y avait des scorpions, bon, on se met une couverture, on dort là. Et le lendemain, 10h, personne. On était dans une rue, comme une rue de western, hein, il faut monter les marches pour aller, vraiment. Et personne, 11h, personne. À 1h de l'après-midi, quelqu'un nous amène à manger. Mais personne d'autre. La rue vide, là, vraiment, hein, on n'est que tous les deux. Hein, et juste, on nous amène à manger. Et puis vers 5h, un type en moto arrive. C'était pas aujourd'hui, c'est demain. C'est la résistance, quoi. Hein, ils avaient peur qu'on ait été suivis par de... Bon, demain, on redort avec les scorpions. Et le lendemain, vers effectivement 11h, arrive un type en moto. Il nous fait signe de suivre, on le suit. La route, elle devient de la terre, elle devient un sentier. Et puis, à un moment donné, il s'arrête, il vient vers nous. Vous faites 200 mètres, vous tournez à droite, après vous verrez. Et lui, il se casse. Bon, on fait 200 mètres, on tourne à droite, et là, on rentre dans le maquis, quoi. Et c'était une commandante. C'était une indienne, très belle. Jean-Marc est tombé amoureux tout de suite. Elle avait des grenades partout, le Kalachnikov et tout ça. Après, elle nous l'a prêté, la Kalachnikov. Mais voilà, on est rentré en contact avec... et j'ai fait son portrait. Et à un moment donné, je me rappelle son prénom, elle s'appelle, j'espère qu'elle est vivante, toujours Chatika. Et alors, moi, je fais son portrait, je lui donne. Et je lui dis, comment je vous appelle dans le livre? Elle me dit Chatika. J'ai dit, mais après, vous allez, la police va... Ah, parce que vous croyez que la police, c'est pas la tête que j'ai... Voilà. Bon, voilà, des choses comme ça, mais c'était rigolo. Oui, ça n'arrive pas à tout le monde de ça. On n'avait qu'une peur, c'est d'avoir des hélicoptères arriver et lancer. C'est la seule peur que vous aviez, entre les scorpions, les machins, d'accord, ok. Les deux, non, ils nous ont invités à manger, c'était bon. On va aborder le dernier livre, parce qu'en fait ça tourne, et puis on n'a pas encore parlé du dernier livre que tu as sorti, qui s'appelle Syrie, qui est donc sur la Syrie, bien évidemment. Peut-être que... Alors, le principe est le même, enfin quasiment le même. Tu vas partir en Syrie pour rencontrer des gens, pour échanger, dialoguer avec eux, échanger des dessins, échanger une parole. Sauf que là, c'est un petit peu différent. Tu vas nous en parler. D'abord parce que c'est encore l'ancienne Syrie, avant que le régime de Bachar el-Assad ne tombe. Ouais. Donc c'est quand même là aussi un petit peu particulier. Et tu vas à la rencontre des chrétiens d'Orient, ce qui est là aussi une autre démarche par rapport à ce que tu avais pu faire jusqu'à présent. Oui, parce qu'on ne peut pas rentrer en Syrie comme ça. C'est pas moi qui décide. Comme pour la Colombie, comme pour le Mexique. Enfin, le Mexique, mais la Colombie, ils y étaient invités. Et là, c'est effectivement quelqu'un de l'œuvre d'Orient. Ça s'appelle comme ça, une association. Et ce jeune homme, complètement dingo. Alors, il est pire que Troups et moi. Alors, lui, c'est un kamikaze, quoi. Hein. Et il était à Alep sous les bombardements. Mais c'est un chrétien, un militant chrétien. Moi, je n'ai jamais cru une seconde en Dieu. J'ai cru au Père Noël quand j'étais petit. Et quand ça s'est arrêté avec le Père Noël, voilà. Oui, mais on est nombreux là-dessus. Mais bon, quelqu'un qui fait quelque chose que j'estime bien, je veux bien faire avec lui. Et lui, il veut que j'aille rencontrer les Syriens chrétiens, effectivement. Et je n'ai pas rencontré que les chrétiens, mais c'est vrai que je suis allé là avec lui, qui, effectivement, c'était un endroit bizarre, mais Damas, Hama, Homs, Alep, des réseaux, c'était l'État islamiste, là, c'était rasé complètement, là. C'est sur l'Euphrate, là. C'est là où on est né. C'est notre culture, elle est née là. La Mésopotamie, quoi. Et
C'était fort, oui. Oui, on peut imaginer, oui. Alors ce voyage, il s'organise exactement comme les autres. C'est-à-dire que pour toi, dans ta tête, là tu es tout seul, il n'y a pas de trousse. Pour toi, dans ta tête, tu vas pouvoir... Je fais les portraits, je vois le paysage, je vois le monde. C'est pour moi... Je sais pas, c'est rigolo enfin d'aller en Syrie, mais il y en a qui sont allés en Syrie avant. Mais tu te retrouves dans le désert et puis on te dit, peut-être Jean et Jésus ont marché là. Attends, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Donc je suis dans l'endroit où, voilà, tu es dans l'endroit où ça s'est passé, mais où aujourd'hui on meurt et il y a un dictateur et il y a tout cela. C'est ça notre monde aussi, quoi. Hein, oui, c'est fort de cela. Et les gens, là, j'ai vu des gens qui n'ont plus rien et qui m'ont donné de l'espoir sur l'avenir parce qu'ils partagent ce plus rien. Alors que nous, on n'est que dans l'égoïsme, là, hein, que dans les trucs à se préoccuper que d'avoir toujours plus. Eux, ils n'ont plus rien. Et ils ne peuvent pas avoir plus, ils n'ont rien. Même aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, je sais que sur les routes, quand je suis allé, il y avait un barrage tous les 5 kilomètres. Hein. Maintenant, il paraît qu'il n'y a plus de barrage. Le copain, il me dit, il n'y a plus de barrage. Mais on meurt. On continue à mourir, ça on ne nous le dit pas. Hein, mais on meurt et puis les gens ne sont pas plus riches. Hein, pour l'instant, ils n'ont pas d'électricité 1 heure par jour. Comment vous faites? Nous, quand on se prend une douche et qu'on mange chaud, eux, ils ont 1 heure d'électricité par jour. Il n'y a pas de douche. Hein. Et il n'y a pas d'école, et il n'y a rien, quoi. Eh bien, ils font avec ce rien. Et ils enseignent, et ils peuvent, et ils font, et chacun partage. Et tu vois, l'humanité, en vérité, quand il n'y a plus rien, comment l'humanité, elle est forte, elle dépasse tout. Ouais, c'est quelque chose qui transparaît dans le livre, c'est-à-dire que quelle que soit la personne qui est en face, elle a besoin, on lui donne. Ça, c'est quelque chose que tu repères assez facilement dans le bouquin, et c'est quelque chose auquel tu es confronté. Que tu sois chrétien, pas chrétien, peu importe, etc., homme, femme, peu importe. Tu as besoin de quelque chose, la personne en face, elle peut te le donner, elle te le donne. Ils n'ont rien. Pendant 15 jours, j'ai mangé du taboulé le matin, du taboulé à midi, du taboulé le soir, quoi. Mais c'est ce qu'ils ont. Mais il est bon, hein, le taboulé. Hein. Ils savent mettre du goût. Mais voilà, il y a ça. Débrouille-toi avec ça. Hein. Alors, ce voyage en Syrie, est-ce que, pour une fois, tu es confronté à un terrain de guerre? Parce que le Mexique, tu y vas pour une certaine raison, même si on peut estimer que les narcotrafiquants, c'est la guerre, bien évidemment. La Colombie, les FARC, mais tu n'es pas sur un théâtre de guerre. Là, tu es vraiment sur un théâtre de guerre. C'était la première fois pour toi? En tout cas, de ce niveau-là. Non, parce que j'étais au Liban en 1988, il y avait la guerre. Là, j'ai vu la guerre. À l'époque, j'ai vu la guerre. Et la guerre, c'est pas ce qu'on nous dit. Ça marche pas comme on nous dit. Puisqu'on parle de tout cela. Vous voulez que je vous raconte une histoire en 1988? On est entre nous, donc ça va. Voilà. Je suis à Beyrouth. Je suis invité. Je suis un des premiers invités. C'est la fin. Voilà. Ça commence à discuter entre les musulmans et les chrétiens. Et donc, il y a toujours des gens qui meurent, mais ça... Et là, c'est extraordinaire. Mais ça aussi, les journalistes ne nous racontent jamais la vie au milieu de la guerre. Et là, je vois la vie aussi. Je suis avec des chrétiens. Je ne pouvais pas être avec des musulmans. Là c'était là, voilà, pam pam poum. Hein. Et les chrétiens m'amènent sur la ligne verte. Bon, parce que je dis, oui, je veux voir ça. J'aime pas la guerre, mais je veux voir. Je suis là, je veux voir ça. Et alors, il y avait des bus, des hauteurs de bus dans la rue. Ça peut arriver en France, hein, ça peut arriver partout. Hein. Les uns sur les autres, quoi. Les grues, ils les avaient mis, voilà, pour empêcher les snipers de tirer de ce côté-là. De l'autre côté, il y avait des bus aussi. Hein. Et donc, on passe sous les bus. Des chicanes en dessous, et je me retrouve avec eux
des chrétiens que j'aimais pas beaucoup, hein, Chabra et Chatila et tout ça, hein, mais je me trouve avec eux, des milices. Et là, c'était tout ensablé. Il y avait du sable partout. Et c'était parce que ils mettent des sacs de sable. Et après, les mortiers font exploser les sacs de sable. Et donc, c'était une plage pourrie, mais une plage. Et on me dit, tout de suite, on ne peut pas rester là, parce que là, on est sous le tir des autres en face. Donc, il faut courir jusque-là pour se mettre à l'abri un peu plus loin, 60 mètres plus loin. Alors, bon, il y en a un qui part, un deuxième, on ne part pas tous ensemble. Un troisième peut-être, et peut-être je suis le quatrième. Et je cours sur le sable comme une plage, mais tu te dis à tout l'instant, mais t'as pas peur, mais tu te dis que tu vas mourir, quoi, que t'as une balle dans la tête, là. Bon. Et je suis à peu près à 30 mètres de course quand j'entends dans le ciel, très fort, les Rolling Stones, Satisfaction des Rolling Stones, très fort. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est comme quand tu es au cinéma que tu entends la musique, quoi. Mais non, je continue à courir, je ne m'arrête pas, je continue à courir. J'arrive de l'autre côté, je m'allonge avec les types, là, et je dis, qu'est-ce que c'est? Il y a la musique, elle continue, hein, là. Et le type, il me dit, regarde, là, au milieu de la place, là. Alors je regarde, il y a un poulailler. Au milieu de la place, il y a un poulailler. Avec 2 poteaux et des baffles au plus haut du poteau, et c'est de là que sort Satisfaction. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, eh bien, c'est un vieux, la vie, hein, toujours au milieu de la mort, hein. Un vieux qui s'est mis là, il a mis des poules là, il fait des œufs, et il vend des œufs aussi bien aux musulmans qu'à nous. On ne lui fait pas de mal. Et on achète des œufs, on mange. Hein, il nous apporte les œufs. Et voilà, on se fait 2 œufs au plat. Voilà. Et donc, seulement, ces poules mouraient quand il y a du mortier. Ouais. Parce que ça fait un bruit tellement fort qu'elles mouraient de peur. Pas d'éclat, mais de peur. Et alors, les types lui ont dit, si tu les entraînes au bruit, elles vont plus mourir. Tu vois le truc, les Rolling Stones ont sauvé des poules. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Je pense que ça leur ferait plaisir de le savoir. J'ai jamais écrit aux Rolling Stones pour leur dire qu'ils avaient sauvé des poules. C'est dommage. Longtemps, mais maintenant, ils sont vieux, qu'ils n'en peuvent plus. Mais je me disais, c'est fantastique. Tu vois la vie. Je vois bien, oui. Puis j'ai une belle image là en plus. Le vieux, il a vu un mec courir, 2 courir. Il s'est dit, ouh, là, ça va recommencer. Vite, il devait avoir un 45 tours. Et vite. Bon, et moi, je cours à ce moment-là. Mais ça paraît incroyable, mais tu vois. Oui, ça paraît incroyable, on est bien d'accord, oui. Mais oui, c'est tellement incroyable que... Oui, parce qu'avec le temps, tu te dis, mais j'ai vécu ça, ouais. Et voilà, bon, dans la guerre, oui, j'avais vu. Ouais, j'avais vu. On arrive tout doucement à la fin de l'intervention. On n'a pas fini, on va rester encore 2 minutes. Y a-t-il des questions dans la salle? Pas de questions. Peut-être que Edmond chante à Satisfaction des Rolling Stones. Bon, oui, s'il n'y a pas de questions, on va continuer encore un petit peu. Donc, on comprend bien que la Syrie, c'est donc la Syrie du... Rencontrer des gens, ouais. Les êtres humains. Parce que, pour moi, il faut que je parle de cela, alors. Je suis vieux, j'ai 83 ans. Il n'y a pas longtemps devant moi, avant que ma main va déconner, que je ne vais plus pouvoir dessiner ou que je meure. C'est pas long. Mais j'ai la force. Et il y a des éditeurs qui me publient. C'est incroyable. C'est pas incroyable, mais je suis arrivé à cela. Avec mon chemin, ça a fait ça. C'est une chance extraordinaire.
extraordinaire. Dans le monde, combien sommes-nous à pouvoir, que ce soit avec les vidéos, le cinéma, la danse, le théâtre, on est 8 milliards. Combien on est à pouvoir faire des choses que d'autres peuvent voir. Imagine, sur 8 milliards, si je dis 8 millions, c'est beaucoup. Voilà, de tout ce qu'on fait, jeux vidéo et tout. Si on est 8 millions, c'est vraiment beaucoup. Sur 8 milliards. Et c'est nous qui faisons la pensée. Et souvent, elle est occidentale, en plus. C'est malheureux. Mais alors c'est malheureux. C'est la pensée occidentale qui a envahi depuis longtemps l'ensemble du monde. Même les Chinois font de la pensée occidentale. Bon, oui, ils nous copient, quoi. Ils font la même chose, voilà. Et je fais ça. Alors on me permet de faire cela. Tu dirais que c'est un privilège ou que c'est une espèce de devoir Au-delà de tout, c'est un privilège. Donc, même. Pas une responsabilité. C'est dégueulasse comme privilège. Parce que il n'y a que la pensée occidentale qui est là-dedans, dans tout ce qui se fait. Il n'y a que la pensée... parce que même un Inuit, puisque je suis allé chez les Inuits, même un Inuit qui veut faire des livres, il est obligé de rentrer dans le code s'il veut que ce soit publié son livre. Oui, mais ça ne l'empêche pas de parler de sa propre culture. Oui, comme moi, ça ne m'empêche pas de parler de gens. Mais justement, alors donc, il faut essayer d'être le plus possible dans la marge, comme les filles le font souvent aujourd'hui. Ça, c'est beau. Et d'être dans la marge le plus possible pour pouvoir dire un peu autrement. Et un peu autrement, c'est quoi ? C'est de donner la parole à des gens à qui on ne donne jamais la parole. C'est ça un peu autrement. Parce que là c'est vraiment autrement. Puisque c'est des gens, jamais personne ne va leur demander de publier un livre. Parce que ma mère, elle ne savait pas lire et écrire presque pas. Personne n'est allé la voir pour lui demander. Personne ne va interviewer dans la rue. Oui, on interviewe les gens dans la rue. Oh là là, oui, mais je ne pensais pas que le monsieur, là, il violait la petite fille. Des conneries, quoi. Ça ne veut pas dire... Mais de réellement poser une question. Vous, qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous de savoir que justement cet homme-là, on ne pose pas la question comme ça, on pose la question, oui, mais oh là là, ça me fait peur. Jouer sur la peur, jouer sur les trucs, mais pas la réalité. Et moi, j'ai cette possibilité. Eh bien, je le fais. Oui, mais je vais aller un petit peu à contresens de ce que tu dis, Edmond, parce que là, on a parlé de Mexique, Colombie, les Inuits, éventuellement la Syrie, mais tu le fais aussi en France. C'est-à-dire que tu as le même rapport quand tu t'adresses le chemin de Saint-Jean, par exemple, ou des choses comme ça, ou quand tu parles de ton village, c'est le même rapport. C'est-à-dire que tu t'intéresses autant à ces gens-là qu'aux Syriens, aux Mexicains. Oui. Donc c'est une espèce d'universalité pour toi qui est importante quand même. Oui, il n'y a pas d'homme plus beau en Syrie qu'en France. Non. C'est des êtres humains. C'est des êtres humains partout. Oui, de leur permettre de s'exprimer, de dire la vie, quoi, de dire... Et dans le temps qui me reste à vivre, plus je peux le faire, plus... Actuellement, je le fais aussi, sur une autre question que je pose aux gens. Parce que, on a beaucoup parlé de ces livres-là, mais tu as aussi beaucoup travaillé sur ta région, ton village, les gens qui t'entourent. Et c'est intéressant de voir que tu travailles beaucoup avec Troups, qui fait la même chose. C'est-à-dire que... On a cette chance. Oui, vous avez cette chance tous les deux. De son village. Par exemple, son voisin. Avec des prisonniers, il fait ça avec les prisons. Il fait ça partout aussi. On est quand même quelques-uns. On est quand même quelques-uns à faire cela. C'est pas moi qui ai initié la chose. C'est dans l'air du temps de se dire, pour beaucoup d'auteurs, de se dire merde, mais c'est pas possible ça, quoi. Et l'humanité, alors, l'humanité, elle existe. Et l'humanité, surtout qu'elle est sur un mauvais chemin là.
Et alors, pour le coup, est-ce que c'est plus facile de s'adresser à des inconnus absolus en Syrie ou aux voisins qui habitent juste à côté de chez toi? C'est pareil. C'est la même chose. C'est le même. Oui, non. La densité est la même. Mais sauf que des fois, quand c'est quelqu'un qui n'a jamais été, voilà, il y a longtemps en Syrie qu'ils n'avaient plus vu quelqu'un dessiner. Et là, disons que tu as une espèce de... Tu es un peu plus bizarre, voilà. On est un peu plus impressionné. Car en France, si je fais le portrait de vous, eh bien, voilà, c'est presque normal. Alors que dans des endroits... quand je faisais les portraits dans la Roya des migrants qui arrivaient, ils avaient passé le désert, la Libye, souvent la Méditerranée, l'Italie, et puis qu'ils arrivent devant quelqu'un qui lui dit « regarde-moi dans les yeux », et qu'il y a 2 ans qu'ils n'avaient plus le droit de regarder personne dans les yeux parce qu'ils prenaient des coups s'ils regardaient un flic ou un tortionnaire dans les yeux. Et là, tout d'un coup, il y a un vieux qui dit regarde-moi dans les yeux, et que c'est pas poli en Afrique, pour beaucoup de pays d'Afrique, de regarder un vieux dans les yeux, parce que la politesse, voilà, c'est pas poli. Et moi, je dis tu me regardes dans les yeux, et le pauvre, mettez les doigts dans les yeux. Et après, 2 minutes après, il pleurait. Parce qu'il y a 2 ans qu'ils voyaient plus, ils n'avaient plus le doigt. Là, effectivement, c'est pas pareil que si tu fais le portrait que je fais ton portrait. C'est pas pareil, il se passe autre chose. Parce que on est dans une autre densité, un autre monde de rapports humains. Mais voilà, mais la chose est identique sur ce qui se passe après. Tu l'as dit, effectivement, tu as un certain âge. Pour toi, il y a une urgence à continuer à travailler, à continuer à faire le maximum de livres? Tant que j'ai la force, puisque j'ai cette chance. Oui, tu pourrais avoir aussi envie de te poser un peu. Je l'ai voulu, cette chance. J'ai tapé aux portes pendant longtemps, on ne m'a pas voulu, comme je dis. Mais un jour, on m'a ouvert la porte, Robial, grâce à lui, voilà, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on me permet d'être en face de vous et de dire cela. Hein, c'est pas tout le monde. Hein, voilà, vous pouvez pas, vous auriez pas pu être à ma place ce soir parce que c'est pas possible. Voilà, pourquoi moi je vais faire une conférence, hein? Pourquoi madame, pourquoi monsieur, il va venir faire une... Ça pourrait être fait, hein? Peut-être que la bibliothèque pourrait faire ça, inviter un lecteur. Eh bien, ce soir, c'est toi qui vas faire la conférence. Pourquoi pas? Allez, nouveau projet. C'est une idée que je donne, mais pourquoi pas? Et il ne serait pas plus con que moi. Je veux dire, chacun, il a des choses très intelligentes à dire. C'est ça qu'il faut savoir. On voit toujours les mêmes à la télévision. Et ils ne sont pas plus intelligents que la plupart des gens que je rencontre et que je fais leur portrait. C'est pas plus intelligent. Ils ont plus l'habitude de parler, c'est tout, mais ils ne sont pas plus intelligents. L'intelligence, elle est partout. Elle est universelle. Bon, mais c'est donc sur cette note plutôt positive que nous allons terminer cette rencontre. Merci beaucoup, Edmond, d'être venu nous voir et de nous parler avec autant de... Je ne sais pas si ça fait... Mais si vous faites des livres, vous pouvez faire comme ça. Merci beaucoup, Edmond. Au revoir. Au revoir.